Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour faire un bilan de cette séquence sur l'énergie. Donc on a vu beaucoup de choses avec ces 3 fiches de travail et aujourd'hui on va essayer de se poser quelques questions et faire un petit bilan de tout ce qu'on a vu. Alors la première chose qu'on a vue, la première fiche, c'était de voir que l'homme il avait beaucoup de besoins en énergie. À travers les siècles et l'évolution, l'homme il a pu maîtriser différents types d'énergie, donc le feu par exemple, puis différentes sortes d'énergie jusqu'à arriver à l'homme moderne d'aujourd'hui, où on maîtrise énormément de formes d'énergie. La plupart du temps, ces formes d'énergie, on les classe en deux catégories. Les énergies qui sont illimitées, les énergies qu'on dit renouvelables, le vent, le soleil par exemple, ou alors la force motrice de l'eau. Et d'un autre côté, les formes d'énergie qui sont épuisables, que la planète fabrique, mais qu'elle fabrique moins vite que ce qu'on consomme. Et on parle d'énergie non renouvelable. Pour être assez clair, hein, quand on parle d'énergie, renouvelable et non renouvelable, ça ne veut pas dire polluante et non polluante. On reviendra plus tard sur cette notion, mais il faut bien comprendre, il faut bien se mettre ça dans la tête. L'énergie, on ne la fabrique pas. L'énergie, on la transforme. Et pour transformer une énergie, qu'elle soit d'origine renouvelable, non renouvelable, de toute façon, on va créer de la pollution. Que ce soit par la fabrication des objets qu'on a pu voir dans la troisième séance, ou alors par le transport des énergies, ou alors juste même par leur utilisation. On va polluer. Donc, le cours de technologie n'a pas pour but de voir si les énergies sont polluantes ou pas. Elles sont pas là enfin, on n'est pas là pour critiquer une transformation ou pas d'énergie. On est juste là pour essayer de comprendre un peu mieux les choses. Donc dans la première séquence, vous avez pu, au travers des activités, voir les différentes sources d'énergie qui existent, essayer de faire quelques exercices pour acquérir pas mal de vocabulaire. Et tout ça, pour la plupart d'entre vous, ça c'est assez bien fait. On a pu voir aussi que l'homme il utilise plusieurs sortes d'énergie et surtout que ces formes d'énergie, ces ressources naturelles en énergie, quand on parle d'énergie non renouvelable notamment, elles sont présentes partout sur le territoire mondial. Elles sont pas, nous en France, on utilise par exemple de l'uranium dans nos centrales nucléaires. La plupart du temps, l'uranium n'est pas produit en France. Pareil pour le gaz ou pour le pétrole qu'on importe. Vous savez bien que la France n'a pas ou très peu de réserves de pétrole, donc on importe du pétrole. Donc encore une fois, si on garde, parce que ça va être l'objet de cette conclusion, c'est de garder en tête la pollution aussi et qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, on importe du pétrole, et bien sûr, ça pollue d'importer du pétrole. Avant de le faire brûler dans nos voitures, on a déjà pollué en important ce pétrole. Donc on essaye de garder ça en tête. Dans la deuxième séance, on a pu, par l'étude de différents courbes ou différents diagrammes, on a pu prendre une idée de la consommation en énergie. En France, par exemple, on a un mix énergétique qui est basé beaucoup sur le nucléaire, presque à 50% de nucléaire, 41,1 en l'occurrence, 41,1% de nucléaire, et la part des énergies renouvelables, elle est assez faible, 11%. Donc, dans ces énergies renouvelables, on retrouve toutes celles qu'on a citées tout à l'heure, hein, la biomasse, l'hydraulique, le biocarburant, l'éolien, etc. Donc, tout ça réuni, ce qu'on appelle les énergies non renouvelables, les énergies renouvelables, représentent 11% seulement. Et plus de 85% du coup vient des énergies qu'on dit fossiles ou qu'on dit non renouvelables. Après, il y avait un encart ici. On parle des sources qui produisent du CO2 et les sources qui ne produisent pas de CO2. Alors, il y a eu plein de retours qui sont très instructifs sur ça et des questions qui ont été posées par les élèves, donc je prends un peu de temps pour reparler de ça. Le CO2, c'est on peut parler de déchets, c'est un des déchets de la production d'énergie. Il y en a bien d'autres, il y en a beaucoup d'autres, et le CO2, c'est un des déchets. Pourquoi on parle du CO2? Pourquoi on s'intéresse à lui? Parce que le CO2, c'est un gaz à effet de serre et que on sait aujourd'hui par plusieurs études que le CO2
a un impact sur le réchauffement climatique. Donc quand on va parler des énergies, nous on a pris le parti de parler du CO2. On aurait pu parler de plein d'autres choses. Quand on parle d'éolien par exemple, oui, on arrive à transformer l'énergie du vent, qui est une énergie propre en quelque sorte, l'énergie du vent, en énergie électrique à l'aide de l'éolienne. Mais l'éolienne, il faut la fabriquer, il faut l'installer, il faut aussi faire de la maintenance dessus. Et tout ça crée de la pollution. Donc comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler d'énergie propre. Ça n'existe pas l'énergie propre à proprement parler. À part si on est euh, sur notre bateau à voile qu'on a construit avec un tronc d'arbre mort quelque part et que la voile on l'a fabriquée avec des produits complètement neutres. Sinon, il y a très peu de cas où on va utiliser de l'énergie qui est totalement propre. La question, c'est donc pas de savoir si l'énergie elle est propre ou moins propre, etc. C'est de savoir quels sont les challenges, quels sont les problèmes qu'on vise. Dans le réchauffement climatique, le problème qu'on vise, c'est réduire l'émission de CO2. Donc, pour ça, on va utiliser principalement l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire que l'énergie nucléaire est une bonne énergie ou qu'elle est une énergie propre. C'est un autre débat. Mais on sait que l'énergie nucléaire, elle ne produit pas de CO2. Pour répondre un peu aussi à toutes les questions qu'on a pu avoir sur alors qu'est-ce qui s'échappe des cheminées de centrales nucléaires, ce qui s'échappe des cheminées des centrales nucléaires, c'est de l'eau. Voilà, c'est de la vapeur d'eau. Pourquoi? Parce que la réaction nucléaire elle crée énormément de chaleur et que cette chaleur, il faut bien la dissiper. Il faut bien l'évacuer cette chaleur. Et du coup, on l'évacue avec l'eau et ça crée de la vapeur d'eau. Ensuite, vous aviez quelques questions à répondre. Certaines étaient tournées de manière un peu bizarre, mais c'est fait exprès. C'est pour vous faire poser les bonnes questions. Et ensuite, vous aviez à étudier ce diagramme. Donc la consommation mondiale en énergie primaire selon les zones géographiques. Donc, là, le constat il est simple. En 1971, on avait un peu moins, on avait aux alentours de 5 milliards de TEP. Donc TEP, c'est le tonne équivalent de pétrole, pour rappel. Et aujourd'hui, ou en tout cas en 2016, on est plutôt aux alentours de 13,5 milliards de TEP. Donc c'est une progression qui est extrêmement importante. Et cette progression, elle est due en grande partie aux pays, on dit, soit émergents, soit aux pays qui sont en voie de développement, même si c'est des termes que je n'apprécie pas trop. On parle de la Chine, on voit que l'impact de la Chine il est majeur dans cette hausse, on voit que l'impact de l'Asie en général est majeur. Voilà, donc ça veut dire que c'est des pays où on consomme de plus en plus d'énergie. Et pourquoi on consomme de plus en plus d'énergie? Parce que c'est des pays qui se développent depuis 1971. C'est tout. Ensuite, il faut se poser la question de savoir, eux, comment ils consomment de l'énergie. Est-ce que eux, ils consomment de l'énergie avec le même mix énergétique que nous, c'est-à-dire en utilisant des énergies décarbonées, des énergies qui ne produisent pas de CO2, ou alors s'ils utilisent autre chose. On sait par exemple que la Chine est un pays qui produit beaucoup d'électricité à base de charbon. Voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils se tournent aussi vers le nucléaire. Et, les Français, notamment, les aident à construire des centrales nucléaires. Donc voilà, ils ont un mix énergétique qui est différent du nôtre. Ce qu'on peut voir par contre, c'est cette progression. Et on vous a fait noter aussi ce petit pic. Là. Qu'est-ce qui se passe? 2008, 2008 c'est la crise économique. Qui dit crise économique dit moins de consommation mondiale. Qui dit moins de consommation mondiale dit fatalement chute ici de la consommation d'énergie primaire. D'accord? Donc on voit que en réalité l'activité humaine elle est complètement corrélée avec la consommation d'énergie primaire mondiale. Moins il y a d'activité humaine, d'activité économique humaine, moins il y a de consommation énergétique. Et c'est quelque chose qu'on pourra se rendre compte a posteriori avec la crise du coronavirus. On est resté chez nous, on est resté confiné, donc on a moins pris la voiture, on a utilisé donc moins de pétrole pour nos voitures, moins d'essence, moins de pétrole. On a utilisé un peu plus d'électricité parce qu'on est resté à la maison avec le télétravail, etc. Mais ça, c'est quasi marginal. On sait aussi que les commandes de commerce, avec la fermeture des frontières, ont chuté. Il y a eu moins de consommation extérieure. Donc,
moins de pétroliers qu'on naviguait, moins d'avions qu'on affrétait, etc., etc. Et tout ça, ça va faire une baisse de la consommation mondiale. Okay, baisse de la consommation mondiale d'énergie dit normalement baisse de la consommation aussi, ou de la production plutôt, de CO2. Et ça, c'est un point très intéressant. C'est-à-dire que, ok, il y a une crise, mais il y a certains points qui permettent de réfléchir sur ça. On a une baisse de la consommation et une baisse de la pollution. On a tous en tête les images qui sont passées là de Venise où les canaux sont de nouveau propres, etc., etc. Mais c'est une réalité. Moins de consommation d'énergie primaire veut dire moins de pollution. Encore une fois, peu importe le type d'énergie, peu importe le type de transformation, il n'y a pas d'énergie propre.